L'art relève-t-il du bien-être ou de la richesse? Lequel doit-il servir? Ou plutôt, doit-il être l'esclave de la richesse ou l'ami et le partenaire du bien-être? L'art doit-il être réservé à une classe minoritaire qui ne s'y intéresse que mollement? Ou doit-il être le réconfort et le plaisir de l'ensemble du peuple? En quelques interrogations, l'artisan, décorateur, imprimeur, mais aussi entrepreneur et militant William Morris résume les principes mêmes de sa pensée. Face à la laideur esthétique et sociale produite par l'industrialisation, il faut résister par le beau. Cette beauté, William Morris va la chercher dans une organisation du travail plus juste et par la fabrication d'un art utile et accessible. Il traverse le 19e siècle anglais dans ce but, endossant volontiers les rôles d'utopiste pragmatique, voire de patron marxiste, car pour lui c'est une certitude, il est possible de repenser les rapports de domination économique et les modes de production industrielle par l'art et l'artisanat. Trois invités avec nous pour retracer le parcours intellectuel et politique de William Morris. Charles-François Mathis, vous êtes historien, professeur d'histoire contemporaine à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Florent Bussy, vous êtes professeur de philosophie au lycée et vous avez préfacé l'ouvrage William Morris et la vie belle et créatrice, paru aux éditions Le Passager clandestin en août 2023. Vous êtes tous deux à distance. Et enfin, avec nous en studio, Jérémy Serment, spécialiste des arts décoratifs, professeur des universités en histoire de l'art contemporain à l'université d'Artois et membre du CRES, le Centre Recherche et Études Histoire et Société, et auteur de l'ouvrage Le papier peint Art Nouveau, création, production, diffusion aux éditions Mar et Martin en 2012. Jérémy Serment, afin de comprendre toute la pertinence finalement d'assimiler William Morris à une émission d'économie que nous sommes, comment on pourrait définir et qualifier ce personnage? Est-ce qu'il faut retenir le peintre, le décorateur, le militant? Bonjour, alors effectivement, la difficulté peut-être avec William Morris, c'est que c'est un personnage qui a eu des activités qu'on pourrait dire, assez multiples. Alors après la question c'est de savoir ce qu'on en a retenu en France. Peut-être davantage effectivement, le rénovateur des arts, décoratifs et ce dès la toute fin du 19e siècle, justement parce qu'un certain nombre de, créateurs, on pourrait dire continentaux, à la fois en Belgique, également en France, ont regardé, son œuvre, notamment pour, les apports esthétiques. Alors peut-être a-t-on moins insisté, tout du moins pendant un certain temps, sur le discours, politique. Même si bien sûr certains des, critiques d'art, par exemple de la fin du 19e siècle, n'étaient pas, sans ignorer ce discours, oui. Charles-François Mathis, vous écrivez justement au tout début de l'article que vous consacrez à William Morris dans le catalogue de l'exposition qui lui a été consacrée à la piscine de Roubaix il y a quelque temps. Vous écrivez donc: «Il fut longtemps difficile de prendre au sérieux la pensée politique de William Morris». Pourquoi cela? Bonjour, eh bien, c'est que, il était étonnant quand même, que dans les années 1880, quelqu'un d'aussi reconnu que William Morris pour, ses poèmes, son écriture, c'était d'abord un très grand poète, pour ses productions artistiques, pour son statut de chef d'entreprise, se lance dans des discours politiques. Donc comme John Ruskin, quelques années auparavant, ses contemporains ne comprenaient pas tout simplement que tout d'un coup il se lance en fait dans des théorisations politiques, là où on l'attendait plutôt, sur des réflexions sur l'art, parce qu'il a fait beaucoup de conférences sur l'art, et cetera. Donc cette espèce de glissement en fait d'une critique d'art à une critique sociale et politique a été très peu comprise par les contemporains, encore une fois qu'il s'agisse de John Ruskin ou de William Morris, alors qu'en fait elle est au cœur de leur pensée. Et la deuxième chose qui explique, je pense, cette difficulté à le prendre au sérieux, c'est la radicalité de ce qu'il proposait. C'est la nouveauté et la radicalité. Vous l'avez présenté comme un utopiste pragmatique, je trouve que c'est tout à fait ça, mais c'est surtout la dimension utopique qui était perçue à ce moment-là. D'un côté, donc, un rêveur qui propose une vision, on en parlera sans doute, mais d'un monde naturel où tout le monde est beau, danse, produit des choses belles, etc. Et à côté, aussi un artiste, chef d'entreprise installé, bourgeois, qui appelle à la révolution. Donc tout ça faisait que ça brouillait, enfin son message avait du mal parfois à passer. Et Florent Bussy, qu'est-il resté de ce message justement selon vous?
Comme l'ont dit tout à l'heure les deux précédents intervenants, l'idée c'est qu'il y a effectivement quelque chose qui peut passer pour une contradiction, puisque quelqu'un qui vient plutôt de la bourgeoisie va finalement toucher les classes populaires. Alors c'est vrai que globalement on retient plutôt son travail d'artisan, on connaît moins son engagement politique. Simplement, quand on regarde à la fin de sa vie, il écrit un grand texte qui s'appelle Nouvelles de nulle part, qui date de 1890, hein. Il est mort en 1896. Ce texte s'inscrit pleinement dans la tradition utopique socialiste, et donc il prône un changement radical dans le mode de vie. Il envisage dans ce texte une gratuité totale des échanges, et donc ce qu'il en reste, c'est un auteur qui a travaillé sur des plans très différents. C'est ce qui fait la richesse de son parcours, la richesse de ce qu'on peut connaître de lui aujourd'hui, à la fois dans le domaine de l'art, dans le domaine de l'écriture. On sait qu'il est à l'origine du courant littéraire qu'on appelle la fantasy. On sait qu'il a inspiré Tolkien. Bref, il y a beaucoup de choses à garder aujourd'hui de William Morris. Ce qu'il faut dire, Jérémy Sermon, c'est qu'on l'a bien compris, c'est la figure de l'artisan qui semble la plus évidente lorsqu'on évoque William Morris, mais il n'était pas prédestiné finalement à faire ce métier-là. Il aurait dû faire des études de théologie. Il a intégré Exeter College à l'université d'Oxford en 1853, précisément dans ce but. Seulement voilà, il va rencontrer une bande de jeunes gens qui vont lui ouvrir de nouveaux horizons et artistiques notamment. Alors effectivement, il va en particulier se lier d'amitié avec Edward Burne-Jones, qui devait devenir évidemment lui aussi un artiste britannique important. Et tous deux vont en fait se placer en filiation du cercle pré-raphaélite qui avait été créé bien plus tôt, en 1848 en Angleterre, et dont faisait partie en particulier l'artiste peintre Dante Gabriel Rossetti. Rossetti, artiste pré-raphaélite, pour lequel donc aussi bien Burne-Jones que Morris vont avoir beaucoup d'admiration. Effectivement, Burne-Jones va plutôt opter pour la voie de la peinture, tandis que William Morris, pour différentes raisons sur lesquelles on va peut-être revenir, va plutôt se consacrer à renouveler les arts décoratifs, hein, aussi parce que c'est aussi une période où 2 ans plus tôt, en 1851, a lieu un événement très important à Londres qui est la toute première exposition universelle, hein. Et William Morris va être, on va dire, effaré par la production industrielle de son temps, hein. Il est tout jeune, il a 17 ans, je crois. C'est aussi, hein, ce qui va irriguer sa pensée pour un renouvellement esthétique et pour ce faire, en optant pour un retour à l'artisanat. Alors justement, vous évoquiez le contexte finalement de ce Londres des années 1850. On écoute tout de suite un extrait qui nous en donne un aperçu sonore. C'est une usine immense avec l'enseigne Wilkinson Cotton, pleine de monde. Des salariés, pas des esclaves. Un hangar de 20 mètres de haut, avec une cheminée gigantesque qui sort du toit, fumante, sans cesse jour et nuit. Elle fume autant, si pas plus, que le cigare de main parfaite, qui se balade dans l'usine, tout de blanc vêtu, pour tout contrôler, au milieu d'un boucan infernal, provenant de dizaines de métiers à tisser à vapeur, qui, avec des peignes mécaniques de 7 mètres de long sur 4 de large, peignent et bobinent le coton, sans cesse, en avant, en arrière, peignent et bobinent, en avant, en arrière, peignent et bobinent, en avant, en arrière, peignent et bobinent, puis le ramassent et le poussent sur des canaux en fer interminables, pleins d'eau, sur les bords desquels des femmes, assises en rang, effilent les écheveaux que main parfaite contrôle en passant, tandis qu'un treuil trie des milliers de fils dans les bobineurs, qui vont de là au tresseur dans une salle contiguë, et de là vers une autre salle au métier à tisser, et une autre encore, jusqu'à obtenir le tissu inusable. Charles-François Mathis, il faut remettre les choses dans leur contexte. William Morris commence à travailler en 1856 comme dessinateur à Londres. Il a alors 22 ans. Quel regard porte-t-il sur l'Angleterre victorienne où fleurissent des lieux de production à l'image de celui évoqué dans cet extrait ? Il la déteste très profondément. Dans un texte assez émouvant qu'il écrit à la fin de sa vie, en 1895, je crois, où il explique comment il est devenu socialiste, il dit que la passion dominante de sa vie a été la haine de la civilisation industrielle.
Et donc toute sa vie, il va être en fait une espèce de révolte constante contre le monde industriel, contre ses ravages esthétiques d'abord. C'est d'abord une révolte esthétique, je crois, qu'il porte, contre l'enlaidissement des paysages, contre la laideur de ce qui est produit. Et puis c'est aussi après une révolte sociale contre l'asservissement des travailleurs, les conditions de travail dans lesquelles ils se trouvent, l'incapacité qu'ils ont de pouvoir créer au lieu de produire. Donc ce monde, il le rejette très profondément. Mais ce qui est intéressant, c'est que il va donc se passionner pour le Moyen Âge, et puis ensuite, effectivement, comme le disait Monsieur Bussy, avec ses productions romanesques, poser les jalons en fait de la fantaisie. Mais c'est ce recours à des mondes rêvés, à des mondes imaginaires, n'est pas une espèce de passéisme, en fait, comme certains ont pu lui reprocher, mais plutôt une manière de pas de côté, qui lui permet de porter justement un jugement sur son temps et un jugement négatif. C'est-à-dire faire l'éloge du Moyen-Âge ou imaginer des mondes meilleurs, c'est montrer que d'autres mondes étaient possibles, d'autres formes d'organisation sociale, économique étaient possibles, et par là même porter un regard critique sur le monde contemporain. Et c'est à ce moment-là que Florent Bussy, il faut peut-être évoquer un peu plus précisément justement la sociabilité de William Morris. On parlait de cette fameuse bande de jeunes pré-raphaélites. Cette idée-là du Moyen-Âge qu'évoquait Charles-François Mathis, elle est magnifiée au sein de cette sociabilité-là. C'est un groupe finalement qui se forme autour d'une idée idéalisée peut-être du Moyen-Âge. Oui, il y a la dimension économique qui va vite intervenir aussi, parce que William Morris, c'est quelqu'un qui vient de la bourgeoisie, il a hérité de son père d'une fortune très importante, mais très vite, il va la mettre au service d'un projet artistique et économique. Son objectif, c'est de produire des choses qui soient belles, qui soient créatives et qui soient épanouissantes. Et donc, une de ses sources d'inspiration, effectivement, c'est le Moyen-Âge, mais pas pour des raisons seulement passéistes. D'abord, peut-être que c'est une idéalisation, ça resterait à travailler, mais il y a une idéalisation donc des corporations, des guildes du Moyen-Âge, avec l'idée que quelqu'un peut être maître de sa création du début à la fin. Et donc, par ailleurs, ce que disait tout à l'heure la personne qui a parlé avant moi, sur la question du Moyen-Âge, il n'y a pas de fantasme, il n'y a pas d'idéalisation du Moyen-Âge, puisque il écrit un texte qui s'appelle Un rêve de John Ball, où il montre au contraire au Moyen-Âge toutes les révoltes qui ont pu se produire contre les inégalités, contre le fait que grande partie de la population est complètement exclue d'une vie digne. Donc il va chercher aussi, il va peut-être piocher même dans l'histoire des situations qui montrent son souci majeur et qui restera là jusqu'au bout de sa vie pour l'égalité, pour des conditions sociales meilleures. Et dans son travail d'entrepreneur, il cherchera à faire en sorte que ses ouvriers justement puissent s'épanouir, puissent travailler dans de bonnes conditions, que les jeunes puissent y recevoir une formation. Le Moyen-Âge est une de ses sources d'inspiration parce qu'il pense que au Moyen-Âge, ces choses-là existaient encore sur le plan artisanal contre effectivement la civilisation moderne dont on a dit tout à l'heure qu'il la haïssait. Alors on va revenir sur la concrétisation par William Morris de cet idéal du Moyen-Âge. Juste avant cela, j'aimerais qu'on revienne avec vous, Jérémy Serment, sur cette fameuse communauté, sur ce mouvement pré-raphaélite. Qu'est-ce que c'est finalement? Est-ce que c'est un mouvement artistique? Est-ce que c'est un mouvement plus politique? Et pourquoi s'appelle-t-il pré-raphaélite d'ailleurs aussi? Alors c'est, finalement, un groupe d'artistes qui va, se réunir également sur un mode, corporatiste, hein. C'est la confrérie préraphaélite, telle qu'ils se dénomment, eux-mêmes. Alors je voudrais pas dire de bêtises et j'ai plus le contexte exact, mais en fait ces artistes vont notamment, débattre, devant des œuvres de la Renaissance et ils vont, dire qu'il faut revenir à un art, pré-raphaélite, donc à l'art d'avant Raphaël, donc c'est-à-dire avant les grandes révolutions, esthétiques de la Renaissance, qui ont amené aussi un certain classicisme et progressivement aussi, finalement jusqu'à l'époque qui leur est contemporaine, un certain avilissement, esthétique aussi parce qu'on a eu selon eux tendance à constamment revenir sur la copie, du passé et notamment, ce que fait l'industrie, hein, que condamne William Morris. Donc c'est aussi un retour au Moyen Âge qui se veut à la fois esthétique en revenant à des modes d'expression formels plus archaïques entre guillemets et également sur le plan idéologique en revenant à ce système des guildes, des corporations comme ça a été dit précédemment.
Écoute bien, mon ami, lui dis-je. Avant, la plupart des seigneurs possédaient des terres et tout ce qui se trouvait dessus. Et les hommes qui se trouvaient dessus travaillaient pour eux, de la même façon que leurs chevaux travaillent pour eux. Et tout ce que produisaient ces hommes, moins le peu qui leur servait à se nourrir et se loger, était pour les seigneurs. Mais, dans les temps qui viendront, les seigneurs verront les hommes prospérer sur leurs terres et se diront comme par le passé « Ces hommes ont plus qu'il ne leur faut, pourquoi n'aurions-nous pas ce surplus puisque nous sommes leurs seigneurs ?» Et, dans les temps qui viendront, les hommes se mettront à commercer beaucoup entre eux, et les pays entre eux, pour marchander des biens. Et les seigneurs s'aviseront qu'en ayant moins de blé et moins d'hommes sur leurs terres, ils pourraient avoir davantage de moutons, et donc davantage de laine à marchander, ce qui les rendrait beaucoup plus riches que par le passé. Parce qu'ils possèdent leurs terres en maître incontesté, que ces terres sont louées à des hommes qui leur payent une redevance ou travaillent pour eux, à l'exception ici ou là de la petite ferme ou du clos d'un franc tenancier, et que toutes ces terres pourraient produire de la laine à vendre aux marchands de la Hanse. L'Angleterre fera alors une grande découverte. Alors que jusqu'ici les hommes avaient vécu sur la terre et de la terre désormais n'aura plus besoin d'eux, et beaucoup de moutons pour une poignée de bergers suffiront à produire de la laine, qu'on vendra contre de l'argent aux marchands de la Hanse, argent que les seigneurs empocheront. Car, vois-tu, ils emploieront les hommes de justice et la force, et voudront garder la terre pour eux et pour leurs moutons. Et, à l'exception de ces seigneurs nantis de terre, rare sera l'homme libre sur son petit quart d'arpent, qu'un mot du Seigneur ne suffise à jeter dehors. Voilà, on le disait, William Morris se tourne vers le Moyen-Âge, une période riche d'enseignements sur l'organisation économique possible d'une société. C'est ce qu'il exposait dans cet extrait d'un rêve de John Ball qu'on a évoqué précédemment. Charles-François Mathis, cette vision de la propriété, du travail, elle s'inscrit en parfait contrepoint de ce qui est en train de se passer en Angleterre au milieu du 19e siècle. Oui, alors elle rejoint une critique assez commune du mouvement qu'on appelle les enclosures, qui visait justement à privatiser un certain nombre de terres, en exclure les personnes qui avaient des droits communs auparavant sur ces espaces, pour pouvoir notamment effectivement y mettre des moutons. Et donc il y a ce mouvement de privatisation, et plus généralement en fait, et je voudrais un peu rebondir sur ce qui a été dit auparavant, Bien sûr. cette individualisation, disons, de la production, de la propriété, est quelque chose qui rebute profondément William Morris. Et c'est pour ça que je pense que l'idée de la fraternité est vraiment importante pour comprendre. Morris était quelqu'un qui était heureux de créer en groupe, avec des amis. Quand il a créé sa première maison où il s'est installé avec son épouse, la Red House, qui est une maison absolument magnifique, il a fait appel à un ami qui est architecte, il l'a décoré avec ses amis Rossetti, Burne-Jones, etc. Et il y a eu un moment comme ça d'exaltation créatrice, artisanale, qui correspondait exactement à son idéal de communauté, de création en fraternité. Et de la même manière, il revivra la même chose lorsque lui et ses amis décoreront les fresques d'un lieu qui s'appelle l'Oxford Union à Oxford, où là encore, pendant tout un été, ils vont s'amuser en fait à produire. Et ce sentiment de fraternité, de partage dans la création, il est vraiment, je crois, au cœur de l'imaginaire presque politique en fait de William Morris. Florent Bussy, on voit qu'il y a une idée assez poussée finalement de l'idéal de l'organisation du travail, et c'est un idéal qui n'existe plus, encore une fois, dans cette industrialisation galopante. Tout ce que Morris décrit dans le passage qu'on vient d'entendre, ce sont des choses que le capitalisme a détruites, et c'est en cela que le capitalisme est coupable. C'est parce qu'il détruit tout ce qu'il peut y avoir de beau dans ce monde. Oui, dans le texte qu'on a entendu, effectivement, dans le rêve de John Ball, il y a bien cette critique du mouvement des enclosures, donc d'appropriation généralisée de ce qui restait encore de commun. Donc indirectement, ce qui est montré dans le texte, c'est la naissance du capitalisme avec ses objectifs, c'est-à-dire de créer toujours plus de profit. Et donc William Morris refuse cela. Il refuse en fait globalement tout ce qui va créer des séparations artificielles entre les hommes, même si évidemment au Moyen-Âge il y en a aussi, mais il pense que dans le domaine du travail, globalement, demeurent des liens de coopération entre les gens.
pour la production, pour la satisfaction des besoins. Et on verra peut-être un peu plus tard d'ailleurs que il s'opposera aussi, c'est un de ses objectifs, à la séparation qu'il existe entre l'art et le travail. Parce qu'il se décrira lui-même comme un ouvrier des beaux-arts. Il cherchera à dire que l'art doit occuper une place dans le travail. Et donc tout ça pour lui disparaît ou tente à disparaître en raison de la naissance du capitalisme et de l'industrialisation capitaliste qui opère par la division technique des tâches et par le fait que le producteur devient identique à une machine, comme on l'a entendu dans le premier texte qui décrivait une filature. Lui, ce qu'il rêve de voir revenir, c'est justement des travailleurs, des artisans qui soient intégralement maîtres de leur production pour y trouver de l'épanouissement et en plus pour produire des objets qui soient utiles, beaux et durables pour les acheteurs, les gens qui, grâce à ces objets, pourront satisfaire leurs besoins. France Culture, Elle est jolie ta chambre. Je voulais changer le papier sur les murs. entendez-vous l'écho? Qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi pas, on pourrait mettre des animaux de la forêt, des biches, des... Pourquoi pas des lapins pendant que vous y êtes? Aliette Ovine. Alors, on a parlé du William Morris, architecte à Londres, de façon assez éphémère, puisqu'il devient peintre rapidement sous l'influence de ses amis pré-raphaélites. Il faut maintenant découvrir le William Morris entrepreneur. En 1861, il fonde avec ses compères donc la Morris Marshall Faulkner Company. Florent Buffy, pour quelqu'un qui exècre les usines, comme vous venez de nous le dire, comment est-ce qu'il organise très concrètement le travail dans cette entreprise-là? Oui, ça n'a pas vocation à ressembler à une usine au sens justement du capitalisme. L'idée, c'est que les gens qui travaillent avec lui sont des artisans qui ont chacun une spécialité. William Morris très vite se spécialisera lui dans la confection de motifs floraux de papier peint. Et donc l'objectif qu'il y voit, l'objectif qu'ils ont, c'est de fournir des services en termes surtout de décoration d'intérieur dans les maisons, mais où chaque personne qui vient y travailler avec ses compétences pour déployer ses compétences. L'auteur dira régulièrement que dans le travail, les artisans doivent déployer toutes leurs facultés humaines. Et quand des jeunes viennent en apprentissage, eh bien, ils reçoivent une formation et le salaire est en conséquence, puisque on sait, alors ça s'inscrit peut-être dans une tradition qui existe par ailleurs, qu'on pourrait qualifier, c'est assez péjoratif, de paternalisme. Mais l'idée, c'est de fournir à chaque travailleur une rémunération qui soit à la hauteur de ses compétences et que ça permette de partager les richesses. Donc l'entreprise qu'il crée avec ses amis et qu'il va continuer à développer, dont il va essayer de la rendre rentable, elle a pour objectif d'être un lieu, pas simplement d'expérimentation, mais une alternative véritable aux entreprises capitalistes. Jérémy Serment, c'est vrai que pour les auditeurs qui nous écoutent et qui n'ont pas forcément d'image sous les yeux, comment cette passion pour le Moyen-Âge qu'on évoquait, le mouvement pré-raphaélite aussi, mais comment tout cela va figurer dans les productions de William Morris? Qu'est-ce qui est produit finalement dans cette compagnie-là? Et quelle est cette esthétique finalement de William Morris? Alors, il y a à la fois la question esthétique et également la question des modes de production, hein. Alors, d'une part, sur le plan esthétique, il faut dire aussi que William Morris, ses idéaux n'arrivent pas non plus de nulle part, hein, que certains autres dessinateurs l'ont précédé en rejetant notamment tout ce qui est pratique du pastiche, hein. Alors, on peut notamment penser, et puis en revenant à une bidimensionnalité de la forme et à une plus grande stylisation, et on pense notamment dès les années 1840 à l'architecte Pugin en particulier, qui va vouloir revenir aux véritables formes du gothique et non pas à une inspiration gothique qui serait dévoyée. Et puis, il y a également au milieu du siècle Owen Jones, notamment auteur d'une célèbre grammaire de l'ornement. Et donc, William Morris va effectivement prôner, donc va plutôt rejeter l'illusionnisme, le trompe-l'œil, en revenir à une stylisation de la nature, également un regard neuf apporté à cette nature. Et puis la deuxième chose, effectivement, comme je le disais, c'est également revenir à des modes de production traditionnels. Pour revenir un petit peu sur ce qui a été dit précédemment, en fait, l'un des credos de William Morris qu'on va trouver dans ses différentes conférences, notamment ce qui serait la toute première en 1877 sur les arts mineurs, ou encore la conférence Art and Socialism en 1884, hein, où il va effectivement affirmer qu'il faut il va prôner une production par et pour le peuple, hein. Comme ça a été dit, en fait, cette production, elle doit permettre à la fois l'épanouissement de celui qui va la créer, et puis elle doit également permettre la diffusion de la beauté pour le peuple chez tout un chacun,
ce sera utopique, de cette production. Hein. Alors, par exemple, on a évoqué précédemment rapidement le papier peint. Depuis les années 1840, l'industrie du papier peint s'est industrialisée avec l'impression mécanique au cylindre depuis les années 1840. Et donc, lui, William Morris, va vouloir revenir à des modes de production traditionnels, en revenant notamment à l'impression traditionnelle à la planche des papiers peints. Ce qu'il faut dire aussi, malgré tout, c'est que tout du moins au départ, cette société qui est réorganisée sous son unique direction en Oui, il en devient le 1875, principal la propriétaire. Morris Co, en fait, au départ, ne maîtrise pas non plus toutes les techniques. Hein. Donc, tout n'était pas non plus produit en interne. Et pour cet exemple des papiers peints, il va faire appel à une manufacture qui s'appelle la manufacture Jeffrey Co. Mais c'est assez intéressant parce que cette manufacture, en fait, pour certains artistes comme William Morris et même pour d'autres affiliés aux Arts and Crafts, elle va imprimer des papiers peints à la planche, hein, donc manuellement, mais elle avait également par ailleurs une activité de production mécanique des papiers peints. Et c'est en cela aussi qu'on peut dire que William Morris se fait presque, en étant le défenseur, il se fait presque théoricien de l'artisanat. Il redonne ses lettres de noblesse à l'artisanat. Ah oui, oui, tout à fait. Oui, complètement. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette volonté de revenir à un certain nombre de valeurs anciennes, un certain nombre de valeurs artisanales. Donc lui-même, d'ailleurs, hein, si je me souviens bien, va apprendre à maîtriser lui-même certaines techniques, hein, que ce soit pour la production verrière, production de tapis. Alors, vous voyez, tout ça, ça s'inscrit aussi dans une volonté de l'époque qui est celle aussi de revaloriser les arts appliqués face aux beaux-arts. Hein. Et donc là encore, vous voyez, on ne peut pas non plus complètement décontextualiser les choses parce que c'est aussi une pensée que l'on trouve pas seulement en Angleterre, même si on doit beaucoup à la Grande-Bretagne sur ce sujet, mais cette volonté finalement d'abolir la hiérarchie entre les arts, elle est vraiment importante, hein, chez William Morris. C'est ce qui fait également qu'on a ce renouvellement à la fois esthétique et de revalorisation du mode de production, donc du geste artisanal. Et cette volonté, elle est le fruit uniquement, on va dire, d'une forme de militantisme artistique de la part de personnages comme William Morris, ou c'est finalement quelque chose qu'on pourrait qualifier à la mode à cette époque-là? Non, il y a vraiment une part, vraiment une part militante. Ce qui va devenir pas à la mode, mais en fait, c'est aussi une forme de militantisme sur le plan, artistique. C'est de dire, il n'y a pas que, les 3 grands arts qui sont les arts du dessin, c'est-à-dire la peinture, la sculpture, l'architecture, mais l'art peut également, se trouver dans le moindre objet du quotidien. Hein, donc la, philosophie de quelqu'un, comme William Morris, c'est également de créer un art, du quotidien qui puisse embellir la vie. Donc c'est aussi, la question, de l'utilité, de l'art qui est en jeu ici. Alors attention, là aussi, chez tous ces, rénovateurs, britanniques, qu'on va génériquement désigner, sous l'appellation qui apparaît qu'en 1887 véritablement, tout du moins officiellement, d'Arts and Crafts, on n'a pas non plus des positionnements, qui sont, toujours les mêmes. Certains vont plus prôner une philosophie de l'art pour l'art, c'est-à-dire d'un art ou d'une production même décorative qui n'aurait pas d'autre fonction qu'elle-même, Parce que alors que chez William Morris, il y a vraiment cette dimension utilitaire sur le plan idéologique qui est importante. Les choses que nous fabriquons, c'est parce qu'elles répondent à un besoin. Chacun fabrique pour l'usage de ses voisins, comme il le ferait pour le sien propre, et non pas pour un vague marché dont il ignore tout et qui lui échappe. Comme il n'y a ni vente ni achat, ce serait pure folie que de faire des objets pour le cas où l'on pourra les demander, car on ne peut plus forcer personne à les acheter. Ainsi, tout ce qu'on fabrique est de bonne qualité et parfaitement adapté à ses fins. Comme rien ne nous oblige à fabriquer d'immenses quantités de choses inutiles, nous disposons du temps et des ressources qui nous permettent de prendre en considération le plaisir que nous procure la fabrication. Vous voyez bien maintenant que dans ces conditions, tout le travail que nous fournissons est un exercice plus ou moins attrayant de l'esprit et du corps. De sorte que, au lieu de l'éviter, tout le monde le recherche. On entendait un extrait des Nouvelles de nulle part de William Morris qui ont été publiées en 1890. Charles-Henri Matisse, vous dites que s'il y a un mot, un concept pour comprendre cet aspect finalement de l'engagement de William Morris, c'est celui de waste, de gâchis. Pourquoi cela ?
Alors c'est un très bon extrait que vous avez choisi des Nouvelles de nulle part parce qu'il résume effectivement très bien la pensée de Maurice autour de cette idée du gâchis. Je voudrais juste revenir, parce que pour faire le lien en fait avec ce qui a été dit juste auparavant, vous savez, il y a une phrase célèbre de Maurice dans laquelle il dit « N'ayez rien chez vous que vous ne jugiez beau ou ne sachiez utile ». Et c'est une phrase donc, qui peut paraître un peu banale en fait. Oui, ben, il faut avoir des choses belles et utiles chez soi. Mais en fait, quand on la pousse à bout, c'est-à-dire quand on en tire toutes les conséquences, on arrive à ce qui a été présenté dans l'extrait que vous venez de donner, c'est-à-dire finalement une critique du consumérisme. Il faut n'avoir chez soi que quelques objets qui sont utiles, qui sont beaux, dont on a vraiment besoin, soit pour embellir son quotidien, soit parce qu'on en a une utilité directe. Et donc, cette rareté d'objets et cette sobriété de la consommation, en quelque sorte, va entraîner en conséquence une limitation de la production qui va donc pouvoir se faire dans de bonnes conditions, donc permettre aux ouvriers de travailler correctement, de laisser s'exprimer leur dimension créatrice, et ainsi donc régler une partie des problèmes de son temps. Donc la critique du gaspillage, qui est d'ailleurs une critique assez commune à l'époque, alors plus en termes de ressources naturelles et notamment de charbon que spécifiquement sur une consommation jugée excessive, cette critique du gaspillage, elle est effectivement, je pense, au cœur de sa pensée. Florent Bussy, sur cette pensée du gaspillage et peut-être aussi de cette critique de ce qu'il appelait le commercialisme, je crois. Oui, dans l'exposition que Monsieur Matisse à laquelle il a contribué, cette exposition s'intitulait L'art dans tout. Je trouve cette expression très très pertinente parce que chez William Morris, l'objectif c'est que l'art soit dans tout. Et un objet artistique, on ne le jette pas comme un objet qui serait devenu inutile ou qui aurait perdu sa beauté éventuelle. William Morris écrit dans plusieurs textes que la beauté est devenue aujourd'hui un objet de commerce, qu'à un objet qu'on veut vendre, on ajoute de la beauté artificiellement pour pouvoir séduire un éventuel acheteur. Son idée à lui, c'est que l'objet peut être beau en tant que tel, parce que la personne qui l'aura créé aura trouvé le moyen de s'y épanouir et que, à ce titre-là, il veut, comme on parle d'un amour du travail bien fait, et bien ici, l'art rentre en fait dans la production artisanale, dans la production d'objets qui servent à satisfaire des besoins. Et par rapport à ça, le gaspillage, c'est l'antithèse justement. C'est que dans une logique, vous appelez ça donc, vous vous rappelez la formule employée par l'auteur de commercialisme. Il y a la dimension de consumérisme, mais la dimension du commercialisme, c'est du point de vue des vendeurs. Et bien, dans la logique de commercialisme, l'idée c'est que on essaie de vendre à peu près n'importe quoi, quelle qu'en soit la nature, l'objectif n'étant pas ni de satisfaire un besoin, ni de satisfaire celui qui produit, mais de produire, de dégager un profit. Et donc le gaspillage, c'est que bien avant la théorie de l'obsolescence programmée, William Morris nous dit qu'en fait, dans cette logique capitaliste, les objets ont vocation à disparaître, à être remplacés très vite par d'autres, parce qu'ils sont d'abord de mauvaise qualité, et qu'en plus leur éventuelle beauté ne dure l'instant que la peinture qui les recouvre est perdue de sa splendeur, de son éclat, et voire même qu'elle ait disparu. Et donc le gaspillage, c'est l'antithèse de son objectif, c'est de créer des objets qui durent, des objets auxquels les gens soient attachés, parce que d'abord ils les ont achetés parce qu'il leur plaisait, et qui savent en parallèle que les gens qui l'ont produit y ont mis une partie d'eux-mêmes, une partie de leur amour et de leurs compétences et de leur savoir, et que tout ça crée finalement une forme de satisfaction qui n'est pas juste individuelle, comme dans le projet capitaliste et consumériste, mais aussi quelque part collectif. En fait, si on vous comprend bien, cette promotion de l'artisanat, de la production d'objets beaux et durables, c'est une réaction, et on pourrait presque la qualifier de politique, à un système économique mu uniquement par le profit. En un mot, c'est le capitalisme, Florent Bussy. Oui, il y a des textes entiers dans des conférences où il s'exprime ainsi. Hein. Il dit par exemple que en Inde, il prend un exemple tiré de l'Inde, il dit il y a des artisans qui passaient quelques heures par jour à fabriquer de très beaux objets, qu'ils y prenaient un plaisir certain, et puis que ces objets ensuite ils pouvaient les échanger sur un marché, et que à ce moment-là, à Manchester, dit-il, une usine capitaliste s'est mise en place, et que sur les marchés, eh bien, ce que produisent ces
ces entreprises capitalistes est évidemment moins cher que ce qu'un ouvrier a pu produire à l'autre bout du monde, et que finalement la concurrence économique devient très vite effrénée. Et il dit, l'ouvrier de l'Inde, il est lui aussi maintenant obligé, l'artisan de l'Inde, d'entrer dans une usine et d'entrer aussi lui dans la compétition économique, et dit-il, de faire inversement baisser le salaire de ce qui pourrait être appelé son collègue à Manchester. Et donc c'est bien cette en grande entreprise et ce grand système économique capitaliste qu'il met en question, parce qu'il pense que personne n'y trouve son compte, si ce n'est évidemment les gens qui possèdent les usines et qui dégagent grâce à cela un profit. What do you do? In April I open my bill. In May I sing night and day. In June I change my tune. In July far off I fly. In August away. What do you do? In April I open my bill. In May I sing night and day. In June I change my tune. In July far off I fly. In August away. What do you do? In April I open my bill. In May I sing night and day. In June I change my tune. In July far off I fly. In August away. Cuckoo Song, une chanson du répertoire traditionnel de la folk anglaise qui aurait été composée en 413, remise ici au goût du jour par Cosmo Sheldrake. L'économie, selon William Morris, c'est le sujet d'Entendez-vous l'écho aujourd'hui sur France Culture, une émission réalisée par Françoise Le Floch et mise en onde par Marie-Claire Oumabadi. Alors nous sommes toujours en compagnie du philosophe Laurent Bussy, de l'historien de l'art Jérémy Serment et de l'historien Charles-François Mathis. Nous avons accompagné les débuts de William Morris dans ses vies de peintre puis d'entrepreneur, largement inspiré par les modes de vie et d'organisation économique du Moyen-Âge. Nous le retrouvons désormais théoricien de l'artisanat comme mode de résistance au capitalisme. J'affirme à présent, sans embâge, que le but des arts appliqués aux arts utilitaires est double. Premièrement, ajouter de la beauté au résultat du travail de l'homme qui, le cas échéant, serait laid. Et deuxièmement, ajouter du plaisir au travail lui-même, qui sinon serait fastidieux et rebutant. Si tel est le cas, nous devons cesser de nous étonner que l'homme se soit efforcé d'ornementer le travail de ses mains, qu'il ait besoin d'avoir autour de lui chaque jour et chaque heure, ou bien qu'il se soit toujours efforcé de transformer les affres de son labeur en plaisir quand cela lui semblait possible. C'est ce mal actif du travail humain non artistique que j'entends tout spécialement gravé dans votre esprit. Ainsi, je vous le redis, si vous vous abstenez d'appliquer l'art aux articles utilitaires, ce ne sont pas des objets utilitaires quelconques que vous aurez, mais des objets utilitaires qui véhiculeront le même genre de fléau que des couvertures contaminées par la petite vérole ou la fièvre écarlate, et que chaque étape dans votre vie matérielle et dans sa progression conduira un peu plus vers la mort intellectuelle du genre humain. Jérémy Serment, on parlait juste avant ces extraits sonores de la notion d'art pour tous et d'art dans tout. On entendait un peu les principes fondateurs de cette pensée dans cet extrait de Art et artisanat aujourd'hui.
Et William Morris ne se contente pas de penser puis de mettre en œuvre à l'échelle de son entreprise ces principes-là. Vous l'avez évoqué un petit peu aussi en filigrane. Il va fonder le mouvement Arts and Crafts. Quel était son but en institutionnalisant finalement un peu sa pensée et ses méthodes de travail? Alors son but, il est évidemment de diffuser le plus largement possible aussi, finalement ce qui relève de l'idéologie, hein, dans sa production. Mais, à travers cela, si vous voulez, vous avez effectivement la mise en place, on pourrait dire d'un mouvement, mais qui n'est pas du tout, uniforme. C'est-à-dire qu'en fait, plus précisément en 1887 est fondée, et il n'en est pas le premier président d'ailleurs, la Arts and Crafts Exhibition Society. C'est là que véritablement est officialisé, ce terme. Il me semble, je ne crois pas dire de bêtises, que le premier président fut Walter Crane, un autre artiste de ce mouvement Arts and Crafts, et que William Morris en fut président quelques années plus tard. Ce qu'il faut voir, surtout, c'est que finalement l'idéologie, enfin on va dire la volonté de revenir à un mode de production corporatiste qu'on trouve chez William Morris dès la fondation effectivement de sa société dans les années 1860, bah, ça va effectivement inspirer bien d'autres décorateurs. Ainsi, vous avez notamment la création dans les années 1880 de plusieurs structures corporatistes du même type, en particulier la Art Workers Guild en 1884, la Guild of Handicraft, qui a été fondée par un artiste qui s'appelle Charles Ashby, et puis d'autres encore, la Century Guild, notamment de McMurdo. Hein. Donc c'est également pour dire à quel point finalement, enfin, William Morris n'est pas du tout isolé à son époque. Alors autant Ashby, par exemple, va avoir une production qui est très engagée, si bien que parfois, il n'y a même pas certaines œuvres dans le domaine des arts du métal. On va avoir des coups de marteau qui sont faits délibérément sur les objets pour montrer qu'ils ont été faits manuellement. Donc on a un art très engagé. Et en même temps, au sein de tout ce mouvement génériquement appelé Arts and Crafts en Grande-Bretagne, vous allez avoir également des créateurs importants que l'on connaît parfois moins en France, comme Christopher Dresser, par exemple. Dresser, qui est un contemporain de William Morris, il est né la même année, en 1834, et chez qui les positions vont être parfois, on va dire, intermédiaires. C'est-à-dire qu'il va à la fois créer un art utile à travers la création de certains objets, et en même temps, il va, notamment encore plus tard dans sa carrière et jusqu'au début des années 1900, il va effectuer un certain nombre de compromis avec l'industrie. Et finalement, c'est là aussi ce qui va permettre une plus grande diffusion, une plus grande démocratisation d'une production, d'une nouvelle esthétique. C'est également finalement ce dont vont s'emparer certains artistes de l'art nouveau. En Europe continentale, vous évoquiez un art pour tous, un art dans tout, hein. Ce sont vraiment ces deux idées qui vont être fondamentales pour l'art nouveau. Mais là encore, alors on va peut-être pas entrer dans le détail, mais pour l'art nouveau en France, en Belgique et ailleurs, c'est aussi un mouvement qui est loin d'être uniforme, et pour lequel nombre d'artistes vont également collaborer avec l'industrie. Comme je le disais, je crois, en ouverture de l'émission, on a, dans certains cas, pas toujours, mais davantage retenu la question d'ordre esthétique chez William Morris en France, que la dimension idéologique. Alors, William Morris a compris que le lait qu'il aborde ne prendra pas fin sans une sérieuse réforme de l'art, ça c'est sa vision donc du beau, et que cette réforme-là ne se fera pas sans un changement social profond, ça c'est sa vision du travail. Puis progressivement, il va politiser sa pensée, il comprend qu'il va falloir changer la société de classe elle-même. Charles-François Mathis, quel espace politique existait à l'époque pour des partisans d'une profonde réforme comme lui? Oh, il était très restreint en fait en Angleterre. Lorsque William Morris franchit ce qu'il appelle la rivière de feu en 1883, quand il s'engage officiellement dans le mouvement socialiste en rejoignant la Democratic Federation, les socialistes à ce moment-là, c'est quelques centaines de personnes très isolées, très marginales, qui n'ont pas d'audience véritablement. C'est des groupuscules, en plus évidemment un petit peu divisés, qui sont organisés lorsqu'ils s'organisent autour de la figure de Henry Hinman, qui est celui qui a introduit le marxisme en fait en Angleterre, un peu à sa manière d'ailleurs, et qui se fait ensuite l'autorité en fait marxiste anglaise, ce qui fait évidemment grincer des dents comme celle de Engels ou d'autres qui vivaient en Angleterre et avaient aussi évidemment toute légitimité à revendiquer cet héritage. Mais c'est vraiment Hinman autour de cette SDF, cette Social Democratic Federation, qui organise le mouvement socialiste, et c'est donc vers lui que se tourne William Morris en 1883 lorsqu'il décide de s'engager. Mais encore une fois, c'est un
un monde très, très restreint, un peu, on a des descriptions, voilà, de certaines réunions dans des salles un peu obscures, un peu enfumées, tout tourne un peu en rond sans que les choses bougent beaucoup. Évidemment, William Morris va apporter une hauteur de vue, va apporter aussi un engagement total, comme il sait le faire, pour essayer de propager cette vision, enfin une vision du socialisme, parce qu'il va très vite développer la sienne propre, qui ne sera pas tout à fait celle justement du marxisme orthodoxe. Alors justement, Florent Bussy, avant de rentrer dans le détail, hein, de cette politisation, il y a quand même un paradoxe assez curieux, c'est que finalement là on se situe aux alentours des années 1880. On a donc un patron qui est à la tête d'une compagnie, on l'a dit, qui va s'engager politiquement du côté des socialistes. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe là-dedans selon vous? C'est d'autant plus étrange que il vient d'une famille quand même très bourgeoise. Son père s'était enrichi en investissant dans des mines et donc dans un type de travail qui était justement opposé Tout ce que Maurice, oui, voilà, de ce que critiquait. William Morris se plaît à valoriser. Et donc, j'ai tendance parfois à interpréter ça comme si justement il voulait rompre un petit peu, se sauver un peu de tout ça, de ne plus justement être complice de quelque chose dont il vient pourtant. Effectivement, il y a quelque chose d'assez étrange, d'autant plus qu'on le disait tout à l'heure. Il devient le seul propriétaire de l'entreprise qu'il a fondée. Maintenant, à partir la fin des années 1870, dans les années 1880, effectivement, il se dit que la démarche purement d'un entrepreneur pour lutter contre le capitalisme ne suffit pas, puisque le capitalisme, lui, il est développé de manière alors très très large et il ne cesse de s'accroître, et donc il faut passer sur le plan politique. Après, effectivement, tout à l'heure on l'a dit, le mouvement socialiste n'est pas particulièrement développé. Il est assez d'ailleurs divisé. Il y a des courants étatistes, il y a des courants anarchistes, il y a des courants qui veulent participer aux élections, d'autres qui considèrent que c'est une aberration, et il en fait partie. Mais il travaille quand même à contribuer à mettre en place ce mouvement. Et une de ces manières qu'il aura de faire, on a cité tout à l'heure un certain nombre de conférences, ce sont presque toujours des conférences qu'il fait dans ce cadre-là. Parfois, elles sont même adressées à des groupes d'ouvriers. Alors, il y a une dimension peut-être un peu idéaliste là-dedans, hein, parce que évidemment, quelqu'un qui va travailler, s'il écoute William Morris le soir, ne saura pas comment faire la révolution par ces simples affirmations. William Morris laisse un petit peu tomber, laisse un peu de côté la question de savoir comment on va transformer la société globalement. Je sais qu'à la fin de sa vie, dans son engagement, il dira que c'est l'éducation qui, un jour, peut-être fera que les choses changeront véritablement, mais il dit que tant que les ouvriers n'auront pas le désir en fait de passer à autre chose, rien ne changera véritablement. Alors évidemment, ça c'est pas très marxiste dans son fond. Et puis ça montre quelque part, je dirais, une forme de constat d'impuissance sur ce plan-là, ce qui n'empêchera pas William Morris de continuer jusqu'à la fin de sa vie, d'essayer justement de fédérer, d'essayer de travailler à des niveaux très différents, peut-être avec une conscience désespérée, ça je sais pas que ça n'avance pas, mais sans jamais pour autant baisser les bras, et c'est ça aussi qui est fascinant dans ce personnage. Charles-François Mathis, je crois que vous vouliez réagir. Oui, je voulais tout à fait suivre ce que disait mon collègue. Je reviens sur le texte que j'évoquais tout à l'heure, dans lequel il explique comment il est devenu socialiste, et qui est bien sûr une réinterprétation de son histoire, mais en attendant, il dit donc j'étais arrivé à un stade où j'étais désespéré, où je ne voyais pas comment justement mes productions artistiques pouvaient changer la société et permettre d'abolir cette laideur qui est omniprésente. Et il dit le socialisme à ce moment-là m'est apparu comme un espoir, comme une espèce de bouée de survie. Parce que le socialisme lui donnait un moyen justement de renverser le système et d'essayer d'apporter justement un monde meilleur. Et donc c'est pour ça aussi qu'on a cette espèce de paradoxe effectivement d'un homme installé. On va le contacter quand même pour être poète lauréat, c'est-à-dire le poète de la cour, et alors qu'il commence à ce moment-là à s'engager dans le mouvement socialiste, et donc il le sait, à se marginaliser vis-à-vis d'une partie de son public et d'une partie de ses amis aussi. Évidemment, Sir Edward Burne-Jones, il le deviendra un peu plus tard, mais
bon, on imagine un peu la difficulté entre les deux vieux amis de discuter de ces questions politiques. Donc ce franchissement s'explique, je crois, vraiment par cette espèce d'angoisse ou de désespoir de ne pouvoir changer les choses par l'art et d'essayer de le faire par le mouvement socialiste. Et le slogan en fait des sociétés auxquelles il appartenait, c'était educate, donc éducation, organize, agitate. Donc il fallait éduquer, organiser et agiter les ouvriers. Et très clairement, c'est d'abord sur la dimension d'éducation que Maurice va agir, c'est-à-dire il va effectivement engager toute son énergie, et elle était immense, dans des conférences, dans des harangues, dans des parcs ou dans la rue, dans des textes. Il va écrire 500 articles au moins dans des journaux socialistes pour essayer justement d'éduquer alors à la pensée marxiste et parfois un peu à sa propre pensée, le menant vers une pensée environnementale. D'ailleurs, il y a certes un héritage marxiste, mais je crois que Engels qualifiait le socialisme de Maurice de sentimentalisme, Charles-François Mathis. Oui, oui, oui. Alors ça m'agace beaucoup. En fait, c'était une critique qu'on faisait à tous les gens qui voulaient défendre la nature à l'époque. Donc c'est une critique assez commune en fait. Et ça faisait bondir William Morris, qui ne supportait pas justement qu'on le traite de doux rêveur. Et a raison, je pense, parce que sa pensée était quand même extraordinairement cohérente. On en a, je crois, montré une certaine partie des fondements. Il était très conscient, évidemment, qu'on n'allait pas tout de suite aboutir à une société utopiste où la nature serait préservée et où tout le monde pouvait exprimer sa propre créativité. Mais il a, je crois, voulu à la fois agir très concrètement, encore une fois, par son engagement, au départ avec peut-être la foi du converti et l'espoir que la révolution surviendrait, puis conscient que cette révolution n'arriverait pas tout de suite, au moins essayer de poser les bases, disons, d'une pensée socialiste, mais surtout après, par ses écrits, le rêve de John Ball dont on a parlé, et surtout les nouvelles de nulle part, il me semble qu'il a eu un geste là très fort qui était, et il le dit lui-même, hein, qui était une fois que la révolution aura lieu, c'est très bien, mais encore faut-il que les gens sachent où aller, leur donner une direction. Sinon, on va aller vers l'anarchie ou vers un monde qu'on ne souhaite pas forcément. Et donc pour ça, il faut pouvoir poser des balises, il faut pouvoir avoir un phare, une direction. Et cette direction, c'est justement ce qu'il va poser, je crois, par ses ouvrages, Les Nouvelles de nulle part, et surtout Les Nouvelles de nulle part, et un petit peu le rêve de John Ball. Alors justement, vous évoquiez l'ouvrage Nouvelles de nulle part qui paraît en 1890. Florent Bussy, c'est vrai qu'il y a presque une dimension programmatique dans cet ouvrage-là. William Morris énonce des principes très, très concrets. Il parle de l'organisation du travail, encore une fois, mais aussi sur l'organisation des échanges, la notion de gratuité. Ce sont des choses très, très concrètes auxquelles se raccrocher. Oui, alors c'est un texte utopique qui s'inscrit dans une longue tradition utopiste qui nous vient évidemment de Thomas More et du début du XVIe siècle. Ici, on a affaire à un voyage qui n'a pas lieu dans l'espace cette fois-ci, mais dans le temps, puisque le personnage se réveille un matin, après être allé le soir à une réunion d'un groupe socialiste. Il se réveille le matin à Londres, mais 100 ans plus tard. Ça se passe dans les années 2100, l'affaire. Et donc, en gros, voilà, comme dans toute la tradition utopiste, de très nombreux textes correspondent à ce modèle-là. Eh bien, il y a un personnage qui voyage et qui rencontre une société complètement différente comme dans Utopia de Thomas More. Et effectivement, il y a une dimension programmatique. En tout cas, il y a une description de tout ce qui serait en rupture radicale avec le capitalisme, avec le commercialisme dont on parlait tout à l'heure, puisque dans cette société qui est bien situé en Angleterre, mais à une époque où, dit-il, la ville a disparu, parce que la ville est présentée comme un lieu de pollution, comme un lieu de tension. La ville et la campagne ont quasiment fusionné. L'action se passe en 2102, je crois. Voilà. Et dans ce lieu, ce qui domine dans cette société, c'est la gratuité totale des échanges. En fait, il n'y a plus d'échanges économiques avec la volonté de créer un profit. Et donc, le personnage qui visite ce lieu est très étonné. Il s'inquiète même parce qu'il aimerait bien pouvoir acheter certaines choses, mais comme il n'a pas d'argent, il comprend pas que, en fait, sur place, tout est devenu gratuit et que ce qui domine, c'est l'idéal de William Morris, à savoir tout simplement une production qui soit belle, utile et durable, comme on le dit depuis le début, et qui soit accessible à tous, puisque tout est devenu gratuit. Le travail, à ce moment-là, n'est plus un esclavage, le travail n'est plus en rien une contrainte. Les gens y travaillent parce qu'ils ont envie d'y travailler. Je crois que tout à l'heure, l'extrait qu'on a lu était tiré de Nouvelles de nulle part, où on disait que voilà, c'était plus du tout
une contrainte de travailler. Donc on acquiert que ce dont on a besoin. Et le personnage, c'est très étonnant ce passage, le personnage achète un objet et puis à un moment il dit mais c'est trop beau pour moi, qu'est-ce qui se passerait si je le perdais? Et puis son interlocuteur lui dit mais tout ça n'a aucune importance, quelqu'un le prendra à votre place derrière vous et ça lui sera utile. Donc c'est évidemment une utopie, mais ça a le mérite de mettre sur la table, je dirais, un vrai problème qui est celui de l'échange économique qui produit du gaspillage, qui produit de la misère, qui produit des tensions, qui produit des luttes. Et en dehors de tout ce que je raconte, c'est aussi un très beau texte littéraire parce que William Morris avait une sérieuse plume et donc c'est un texte qui mérite d'être lu aujourd'hui. Je crois qu'il est ressorti récemment dans une nouvelle traduction et c'est un texte qui mérite d'être lu et qui a une certaine grandeur littéraire. Charles-François Mathis, je crois que vous vouliez réagir à ces propos. Oui, enfin plutôt les compléter parce que je suis entièrement d'accord avec ce qui a été dit. Je voulais juste rappeler qu'en fait, dans le dernier tiers du 19e siècle, on a toute une floraison de romans en fait utopistes. C'est un grand moment d'éclosion du genre du roman d'anticipation et que c'est assez frappant de voir la majorité d'entre eux propose un futur fondé sur la technologie et des améliorations technologiques avec des sociétés donc plus ou moins d'ailleurs joyeuses et réussies, mais en gros qui s'appuient sur des innovations et qui elles-mêmes donc, vont changer les choses. Et quelques-uns, dont les Nouvelles de nulle part, justement, qui ont clairement et une approche politique. C'est-à-dire que William Morris pose la bonne question, en fait. C'est-à-dire, au lieu de croire, comme la plupart des romans d'anticipation de son temps, que la technologie résoudra tout, lui, d'emblée, il pointe que c'est un changement politique qui permettra d'améliorer la société et non pas seulement l'innovation technique. Et il n'y en a pas beaucoup, en fait, dans son temps qui ont cette audace, en quelque sorte. D'autant que dans le texte, il y a aussi un passage assez étonnant où l'héroïne dit au héros donc, qui a fait ce voyage dans le futur, elle lui dit, mais au 19e siècle, vous conceviez la nature comme un élément séparé de vous. Nous, aujourd'hui, donc, dans notre société nouvelle, harmonieuse, etc., nous sommes partie prenante de la nature. Donc il y a aussi une réflexion très neuve, évidemment, et très, très forte sur le rapport au monde, et notamment le rapport au monde naturel de la société idéale. Florent Bussy, pour clore cette émission, est-ce qu'on pourrait conclure finalement que William Morris fut un précurseur de la décroissance? Et un précurseur de l'écologie aussi, par la même occasion. Tout à l'heure, à l'instant, Monsieur Mathis disait cela, il y a quelque chose qui porte sur la nature. La nature, effectivement, n'est pas considérée par William Morris comme quelque chose qui reste extérieur à nous. Son objectif, c'est de montrer que la nature, elle est aussi en nous. Et l'objectif de William Morris, c'est de montrer que cette nature, elle vit en nous et qu'il faut la faire vivre en nous. Il décrit d'ailleurs l'être humain comme quelqu'un qui possède une vie animale, qui doit rester libre et sans entrave, qui doit être libre de déployer toutes ses facultés. William Morris refuse l'ascétisme. William Morris refuse, la phrase m'a paru assez intéressante, dans un texte de 1887 qui s'appelle « La société de l'avenir », il dit « L'homme ne doit pas être une simple panse dotée d'intelligence ». Comme s'il y avait d'un côté les besoins, les instincts, les pulsions, tout ce qui relève du ventre, et que de l'autre côté, de manière quasiment séparée, mais au service juste seulement de ce ventre, il y avait une intelligence. Pour lui, toutes les facultés humaines doivent se déployer, et je dis qu'à ce titre-là, c'est un penseur de l'écologie, d'une écologie globale, qui montre que l'homme fait partie de la nature et qui doit pouvoir déployer dans son rapport à la nature l'ensemble de ses facultés, des facultés de la nature humaine qui sont présentes en lui. Un grand merci à tous les trois, Charles-François Mathis, Florent Bussy et Jérémy Serment, d'avoir participé à cette émission. Charles-François Mathis, je renvoie les auditeurs à l'article que vous avez rédigé dans le catalogue de l'exposition qui s'est tenue en 2022 à la piscine de Roubaix, une exposition intitulée William Morris, l'art dans tout. Florent Bussy, je renvoie à l'ouvrage William Morris et la vie belle et créatrice, paru au Passager clandestin et dont vous avez rédigé la préface. D'ailleurs, c'était dans la collection Les précurseurs de la décroissance, comme quoi tout est lié. Et Jérémy Serment, je renvoie également à votre ouvrage Le papier peint, Art nouveau, création, production, diffusion, et c'était aux éditions Mar et Martin en 2012.
On se quitte avec Lit from Underneath, interprété par Andrew Bird. Pour réécouter cette émission et toutes les précédentes, c'est sur le site de France Culture que ça se passe, mais aussi sur l'application Radio France et toutes les autres applications de podcast si vous le souhaitez. Merci à Diane Devancey qui a programmé et préparé cette émission. Merci également à toute l'équipe d'Entendez-vous l'écho, Inès Gender, Léa Sabourin, Léopold Thiévin, Laurence Jeunepin, Tina Young et Anouk Mio.